Cette collection, en fait, vous force, vous oblige, vous pousse à essayer de comprendre pourquoi Agnès Martin et Jean Royer, pourquoi Marc Rothko et Alexandre Noll, pourquoi tous ces grands artistes qui finalement n'ont pas grand-chose ou rien à voir ensemble, trouvent dans cet espace, en étant ensemble, une solution, une évidence et un sentiment finalement de quelque chose qui est finalement si réussi. Et c'est ce que vous montre en fait Jean et Terry de Gainsbourg, c'est que ces grands artistes-là sont faits pour vivre ensemble. Et la musique en fait, qui fonctionne et qui met en place toutes ces œuvres, devient une évidence. Sotheby's a la chance d'offrir cet ensemble absolument exceptionnel provenant de la collection de Jean et Terry de Gainsbourg et qui sera dispersé à New York le 22 avril. Il va mêler à la fois une histoire, peut-être l'histoire la plus complète qu'on ait jamais vue du mobilier français du XXe siècle. C'est un peu comme la lettre de Don Giovanni avec tout le nom des amoureux, c'est sans fin. Que ce soit Jean-Michel Franck, Pierre Charot, Ruhlmann, Giacometti, Jean Royer, enfin c'est très très vaste. On aura quelques vraiment chefs-d'œuvre d'art contemporain, qu'ils soient américains comme Marc Rothko, Robert Ryman, Agnès Martin, mais aussi Alexandre Calder, et puis des merveilles de Lucio Fontana, de Pablo Picasso, de Paul Klee, et même des choses peut-être un peu moins attendues comme Beaufort de Lanay ou Anselm Kiefer, jusqu'à Marc Grosjean. Bien sûr, on sent derrière cet ensemble, Terry et Jean ont reçu l'aide de Jacques Grange et Pierre Passebon, qui sont évidemment les incontournables parisiens derrière tellement de projets. Comment caractériseriez-vous votre approche de la décoration intérieure ? Avec talent. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est venu tellement naturellement que c'est difficile pour moi de vous répondre. On achète parce qu'on aime l'objet qu'on choisit, ou le tableau, ou les arts. Et après, si on les aime, on le trouve à la place toujours. Ils ont toujours eu ce goût de la tradition française réinterprétée par des gens modernes ou contemporains. Par exemple, comme les deux meubles Tours, qui étaient vraiment des meubles intimes, parce que c'était des meubles que Alexandre Noll avait fait pour lui-même. C'était des meubles de rangement qu'il avait fait pour lui, et c'est des meubles qui n'ont jamais été commercialisés. Je crois qu'il y a quelque chose avec le design français du XXe siècle. Il y a une obsession de la ligne, une obsession de l'équilibre. Il y a aussi une obsession sur les surfaces, sur les différents matériaux qui sont utilisés. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que Agnès Martin et son histoire est bien loin de ces arts décoratifs français du XXe siècle. Et je pense que leurs réponses sont radicales, leurs réponses sont incroyablement novatrices. Le tapis de Ruhlmann, par exemple, j'en parlais avec plusieurs personnes, je ne crois pas avoir vu un plus beau tapis de ma vie. Cette capacité, non seulement dans sa géométrie, dans sa palette de couleurs, mais dans l'énergie qu'il renvoie, et en même temps dans la prise de risque, enfin ça c'est absolument, je trouve ça complètement fou. L'immense réussite de cet ensemble, c'est d'avoir réussi à faire parler en fait ces voix, qui sont parfois très éloignées les unes des autres, mais qui créent comme un concert en fait, qui est comme une symphonie, qui est absolument prodigieuse. Si on doit choisir des favoris, donc je ne sais pas si je devais choisir bien sûr le grand papier de Rothko qui est une chose comme j'en ai jamais vu après 26 ans à Sotheby's, qui est un format qu'on n'a jamais vu et surtout un équilibre entre ces mauves et ces noirs, et une solennité, une profondeur, une évidence qui est absolument rarissime. Bien sûr, une des œuvres principales de la vente est cet ensemble de Claude Laloine, de 15 miroirs, que Yves Saint-Laurent et Pierre Berger, à l'époque, commandent directement à Claude. Peut-être que c'est quand il y a eu la vente Yves Saint-Laurent et que les 15 miroirs de Claude Laloine sont passés en vente. J'étais là, je disais à Terry, achète. Pourquoi ? Parce que Claude a mis 10 ans à faire tous ces 15 miroirs qui sont déposés petit à petit dans la pièce que Yves Saint-Laurent avait. J'allais suivre les commandes chez Claude pour Yves Saint-Laurent. Et elle a mis une attention, c'est pas des tirages, c'est de la galvano pour faire plaisir à Yves qu'elle adorait et réciproquement. Voilà. Donc elle a acheté, elle m'a écouté. Tu peux pas comparer avec d'autres miroirs. Il y a vraiment quelque chose avec le miroir qui est incroyablement ancien.
l'idée de se voir pour la première fois. Mais surtout, c'est un sentiment de puissance qui est évidemment assez unique. On pense à Versailles, évidemment, et au grand salon, et à ce qu'apporte le miroir dans son effet de puissance, dans son effet de réflexion de puissance, d'agrandissement, de cette idée de perfection comme ça, et de lumière qui rebondit et qui ne s'arrête jamais. Mais il y a non seulement dans son histoire, dans l'histoire française, dans l'histoire du mobilier, dans l'histoire de l'humanité finalement, parce que le miroir, c'est l'idée de se voir et de se représenter. Et je pense que l'histoire de l'art, en fait, se base énormément à l'idée de voir. Et je pense que dans un ensemble comme celui-là, le miroir permet aussi, finalement, à toutes les autres œuvres d'avoir une seconde vie, d'avoir une deuxième image. Et de quoi ils ont été témoins, ces miroirs? Si vous pouvez parler, qu'est-ce qu'ils... Ça, je ne dirais pas. Théry et Jean ont le goût des choses, de l'art avec un grand A important, et aussi de l'art décoratif et du charme et du confort. Tout ce mélange est très vivant. Ils font des intérieurs qui ne sont pas faits spécialement pour les photographes. C'est des intérieurs qui sont faits pour eux et pour les amis qu'ils reçoivent. C'est une collection que j'aurais aimé faire.